Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence organisée par le Centre français du judaïsme tunisien. Une conférence qui nous ravit parce que c'est la première que l'on fait en présentiel depuis le début de cette pandémie que nous subissons donc depuis 2 années. Donc c'est une grande première et grâce à Zoom, énormément de gens qui sont aussi connectés. Je vois des gens qui sont connectés depuis Israël, depuis la Tunisie, depuis les États-Unis. Donc, soyez tous et tous les bienvenus. Alors, je voudrais d'abord, pour ceux qui sont en présentiel, on est ici dans Alors, l'Institut Raphaël, et la salle nous a été mise à disposition par le docteur Toledano. Nous avons eu l'aide de Babette Svebaum et de la loge Anne-Franck d'une hybride qui était à Neuilly. Donc, je voudrais les remercier et remercier Madame Benbunan qui nous a aidés pour cette organisation. Ce soir, nous recevons Hervé Cabla. Hervé Cabla n'est pas un inconnu, puisqu'il fait partie, je dois dire, de l'équipe du CFJT. C'est notamment lui qui est notre webmaster, qui a créé notre site internet, donc qui nous aide à développer, à nous développer, à nous faire connaître. C'est grâce à lui que vous recevez des newsletters par mail chaque semaine. Alors, pourquoi cette conférence sur la généalogie? Parce que l'objet même de notre association, le CFJT, c'est que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. On est en train donc de recenser, collecter les écrits des rabbinim de Tunisie, et grâce à eux, on se rend compte qu'il y a énormément de renseignements d'ordre généalogique, puisqu'il y a des généalogies entières de familles rabbiniques qui sont détaillées dans les tu as préfaces commencé ou des non? écrits, des écrits des rabbins. Et puis il y a une mode actuellement, c'est l'attrait pour la généalogie, pour les tests ADN. Alors beaucoup d'informations ne sont pas toujours fiables, il faut de la rigueur. Et il y a, je vois qu'assistent à cette conférence un certain nombre de spécialistes. Et la rigueur scientifique, Hervé Cabla, là justement, en tant que polytechnicien, parce que vous verrez, il a vraiment recoupé les sources et expurgé, retiré ce qui n'était scientifiquement pas possible, donc des personnes qui auraient été parents à l'âge de 9 ans ou 10 ans, et donc il a invalidé des tas d'informations qui traînaient sur Internet et qui n'étaient pas historiquement et scientifiquement fiables. Donc merci beaucoup Hervé Cabla d'être là ce soir. Donc le titre de cette conférence, la généalogie des Juifs de Tunisie, et je te laisse la parole. Il y en a pour 1 heure et après vous pourrez poser des questions. Merci Jean-Marcel. Alors, j'ai une petite voix. Vous allez juste me dire si vous m'entendez. Vous, dans la salle, je crois que vous m'entendez, mais sur Internet, j'espère que ça passe. Donc, la conférence intitulée La Alors, généalogie. fais voir. Bon, j'ai juste une petite modification. Je vais appeler ça de la généalogie de la famille Kabla à la généalogie des Juifs de Tunisie. Parce que, en réalité, je ne suis pas un grand spécialiste du sujet. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus balèzes que moi sur le sujet. Je vais vous expliquer comment je suis tombé sur ce sujet, comment développer ma propre expertise, en m'appuyant sur le travail des autres. Pardon, j'entends mal. On entend mal? Je peux trouver le son. Parce que ça. Je vais juste faire un petit réglage. Voilà. Tu coupes le. Je peux rien faire là. Cette personne, ça va. C'est Jean-Marcel, parce qu'un jour, je suis tombé sur son arbre en matchant, en faisant mes démarches de généalogie. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est bien toi? Il dit, effectivement, c'est bien moi. Et donc, je l'ai rajouté à mon arbre. Et de fil en aiguille, on s'est dit que ça serait bien d'expliquer ce que j'ai fait sur cet arbre, parce que je ne fais absolument pas partie de la famille proche de Jean-Marcel.
s'est dit, mais ce que tu fais, ça peut intéresser d'autres personnes. Est-ce que tu ne voudrais pas venir parler au CFJT? Donc, ça fait un moment qu'il dit, viens expliquer ce que tu fais. Alors, j'ai laissé traîner quelques semaines, quelques mois, le confinement est passé par là. Et puis, finalement, on a fixé cette date pour que je vienne vous parler de plusieurs sujets. Alors, on va parler de quoi? On va parler de généalogie. On va expliquer l'approche, quelles sont les différentes manières de procéder aujourd'hui. On va parler de Tunisie, c'est clair, parce que je viens de Tunisie, ma femme vient de Tunisie, les deux viennent de Tunisie, précisément. Mais on va aussi parler d'autres pays, parce que finalement, la Tunisie, il y a beaucoup de familles qui sont passées par la Tunisie en venant d'ailleurs. On va parler de logiciels, parce que j'adore les logiciels et je suis un gars qui est tombé dans l'informatique très tôt. Et on va voir l'apport des logiciels dans une démarche de généalogiste. On va parler de tests ADN, parce qu'effectivement, c'est un sujet à la mode et qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec, quels sont les avantages, mais aussi quels sont les risques de l'usage des tests ADN. Et puis, on va parler d'un truc que j'adore, qui est la démarche collaborative qu'on appelle le crowdsourcing. C'est-à-dire comment le fait que plusieurs personnes travaillent en même temps pour élaborer quelque chose en commun qui va être de qualité supérieure au travail d'un seul individu. Alors, c'est absolument pas un cours magistral, c'est juste le partage de ma propre expérience. Je vais dire des conneries. Ne m'en portez pas préjudice, ça arrive à tout le monde de dire des bêtises, mais on pourra expliquer ces bêtises au travers des questions-réponses un peu plus tard. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé grâce à ce monsieur. C'est mon grand-père, Joseph Kabla. Voilà, c'est près de l'ordi. Voilà, donc mon grand-père a quitté ce monde le mois de décembre 1993, 16 décembre, très exactement, le lendemain, à la fin de la fête de Hanouka. Bon, ça arrive, hein, on n'est pas éternel. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez dingue, c'est que dans la semaine qui a suivi, pour les Shivan, hein, sa famille de Tunisie est venue en France. Hein, il avait la famille, pas de Tunisie, pardon, sa famille d'Israël. Il avait la famille en Israël, je ne les connaissais pas. J'en avais entendu vaguement parler. J'avais croisé une ou deux fois un cousin de mon père sans savoir où c'était. Et donc, je suis parti rendre visite à ces cousins qui sont venus rendre hommage à mon grand-père. Et là, je me suis retrouvé avec une flopée de gens dont j'ignorais l'existence. Alors, c'est des familles de Djerbia, hein, donc c'est 10, 12 enfants dans la famille. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pour garder des traces de cette famille dont j'ignorais l'existence et que j'avais certainement oublié au fil du temps, j'ai tout retranscrit, d'abord dans un fichier Excel, et ensuite dans un logiciel de généalogie. Alors, ceux qui connaissent cet outil s'appelle GenoPro. C'est un logiciel qu'on pouvait installer sur son PC. La licence n'est pas très chère à l'époque, je crois que c'est un peu comme 30 €, 40 €. Et on créait son arbre, on le dessinait avec des petits ronds et des petits carrés. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est complètement illisible. C'est archi visible. Il y avait juste un mode extraordinaire, c'était le mode baguette magique. Quand on appuyait sur la baguette magique, l'arbre s'étalait et s'organisait correctement. Et donc, pendant des années, j'ai utilisé GenoPro à chaque fois qu'il y avait une naissance, un mariage dans la famille. Quand je me suis marié moi-même, que j'ai rattaché la famille de mon épouse, quand il y a eu des naissances dans la famille, etc. Et puis, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Très bien, j'aurais pu continuer pendant des années comme ça. La conférence n'aurait jamais eu lieu. Sauf qu'il y a eu plusieurs incidents qui ont parsemé ce parcours. Le premier, c'est que Google, entre-temps, est arrivé. Et avec Google, il y a un truc que je pense que vous avez tous fait un jour ou l'autre, c'est se googler, chercher votre nom sur Google. Tiens, est-ce qu'il y a des choses qui parlent de Kabla sur Internet? Alors aujourd'hui, on est en 2022, ouais, il y a des choses qui parlent de Kabla, mais replacez-vous dans le contexte années 95-96, il n'y a pas énormément de choses qui parlent de Kabla. Bon, là, aujourd'hui, une requête sur le terme Kabla va vous sortir Daniel Kabla Duncan, qui est l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui n'est absolument pas un cousin, quoique, on ne sait jamais. Gabriel Kabla, dont on a parlé tout à l'heure. Marine Kabla, qui est une cousine. Kabla, une série d'animation, je ne sais pas, ça, c'est des petits problèmes propres à Google. Mais grâce à Google, j'ai rencontré d'autres Kabla. J'ai notamment rencontré l'une des filles de Gabriel Kabla. J'ai rencontré même des Kabla qui n'étaient pas juifs, Karine et Karim Kabla, qui sont frères jumeaux, mais arabes. Voilà. Et quand j'ai été déjeuner avec eux, l'une des questions qu'on me demandait, c'est toi le fils du prof de maths? Parce qu'on nous demande à chaque fois, mais est-ce que vous êtes les enfants du prof de maths? Bon, c'était très rigolo avec Google, mais Google a aussi changé quelque chose de fondamental, au-delà de la recherche de Kabla, c'est qu'un jour, j'ai changé d'ordinateur. Et voilà. En changeant d'ordinateur, donc en abandonnant mon vieux PC pour passer sur un Mac, j'ai perdu GenoPro. GenoPro n'existe pas sur Mac.
si vous cherchez GenoPro sur Mail, ils disent bah, c'est en cours de portage, mais c'est pas disponible. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, il va falloir chercher une autre solution. Et j'ai trouvé plein d'autres solutions en réalité. Car dans l'espace de la vingtaine d'années qui s'est écoulée entre la première utilisation de GenoPro et ce moment-là, eh bien, il y a des logiciels des sites web qui s'étaient mis en place qui permettaient de modéliser, gérer son arbre généalogique. Donc, j'ai pu voir qu'il y a des outils comme GeneAnet, Genie, MyHeritage. Alors là, ce sont vraiment des copies d'écran de l'époque. Hein. Ça doit remonter de 2008. Et donc, j'ai décidé à cette époque-là d'utiliser l'un de ces outils, GeneAnet, où j'ai retranscrit mon arbre généalogique. Vous pouvez le voir, à ma famille, l'ascendance, mes parents, mes grands-parents, etc. C'est super rigolo. Donc, grâce à ça, j'ai géré un arbre d'à peu près 400-500 personnes. C'était pas mal. Mais il s'agissait d'aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante, elle s'est déroulée grâce à un truc assez dingue qui s'appelle l'ADN. Alors, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur tous les processus. Ce n'est pas un truc de biologie. Je ne suis absolument pas un biologiste moi-même. Hein, on ne va pas parler de choses très compliquées. Mais enfin, il faut comprendre que nous sommes tous constitués de cellules, que ces cellules portent un code génétique qui est marqué à l'aide d'un code spécial qu'on appelle l'ADN, qui est constitué d'à peu près 3 milliards de bases pour l'espèce humaine. Pour d'autres espèces, ça peut varier, ça peut être quelques centaines de milliers, quelques millions. Que ces bases permettent d'encoder ce qu'on appelle des gènes, il y en a à peu près 20 000, qui sont répartis sur. Non, pas 4, c'est beaucoup plus grand, 46. Bref, si vous voulez plus de détails, je vous conseille de lire cet excellent livre de Deborah Levy, qui vous en expliquera beaucoup plus et beaucoup mieux. Mais ce qui m'a permis de comprendre et bien assimiler, c'est que un gène, c'est juste un emplacement, ce n'est pas le codage en lui-même. L'emplacement va permettre ensuite de coder certaines caractéristiques. Par exemple, le gène qui va coder la couleur de vos yeux va comporter le codage des yeux bleus pour certains individus, le codage des yeux verts pour d'autres, des yeux marrons pour d'autres, etc. Et que, bien, à chaque fois que la procréation, le mécanisme de procréation a lieu, on va hériter de la moitié de l'ADN de son père et de la moitié de l'ADN de sa mère. Okay. Bon, ben, résultat, si vous disposez d'outils qui permettent de séquencer l'ADN, vous êtes capable de repérer assez, plus ou moins facilement, on va dire, quels sont les gens qui font partie de votre famille proche, 50%, 25%, 12% d'ADN, ou plus éloignés. Okay. Alors, à l'époque où je m'intéressais à la généalogie, ces mécanismes-là de séquençage d'ADN, ça n'existait pas, enfin, ce n'était pas un truc courant. Sauf qu'une entreprise, qui s'appelle Scientific a été créée il y a une dizaine d'années par la femme d'un des associés de Google, d'ailleurs, un des fondateurs, qui permettait de proposer un séquençage de l'ADN pour moins de 100 $. Extraordinaire. Vous vous rendez compte, vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce que vous avez comme ADN et chercher s'il y a d'autres personnes qui ont de l'ADN commun avec vous pour quelques poignées d'euros. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite, je vous rassure, mais à un moment donné, voilà, la nouveauté m'a tellement titillé et le fait qu'on pouvait faire des choses complètement dingues avec m'a poussé à donner mon ADN à cette société qui s'appelle 23andMe. Okay. Alors, j'ai écrit un très bel article là-dessus, si ça vous intéresse, où je raconte le processus, comment ça se déroule, etc. Alors là, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue parce que le jour où vous faites ça, eh ben, vous vous retrouvez avec des centaines de cousins éloignés sur la planète. On va dire des milliers. Okay. Pourquoi? Ben parce qu'à partir du moment où vous confiez votre ADN à une de ces entreprises-là, ils vont pouvoir comparer cela à d'autres personnes qui ont confié l'ADN et vous dire ben, vous avez 1%, 2%, 0,3%. À vous ensuite de décider si vous voulez rentrer en relation ou non avec ces personnes. Alors, je reviens à l'exercice de tout à l'heure. Hein. Avec vos parents ou avec vos enfants, vous avez 50% d'ADN en commun. Avec les grands-parents, les petits-enfants ou les frères et sœurs, vous avez 25%. Ça descend relativement vite. Quand vous avez 0,2% d'ADN en commun, c'est quand même assez éloigné. Hein. C'est 9 degrés de parenté. Donc, le lien, il n'est pas évident. C'est des gens que vous n'avez probablement jamais rencontrés. Sauf que
ces outils-là vous permettent, alors on va voir dans un instant, de rencontrer des personnes. Juste un petit aparté, parce que je suis en train de faire de la pub pour un truc qui est complètement illégal en France. Sachez-le, si vous faites ce séquençage ADN, vous encourez évidemment de, je crois, 3 500 €, 3 750 €. Alors, je vous rassure, pour l'instant, enfin, je n'ai jamais croisé de gens qui se sont fait choper, en tout cas qui ont eu à payer cette amende, mais d'un point de vue légal, et on a un avocat dans la salle, je préfère vous prévenir, voilà, faites-le en connaissance de cause si vous le faites. Ou alors, faites-le dans un autre pays. En France et dans quelques autres pays où c'est interdit, ailleurs, ça se fait assez couramment. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'à partir du moment où vous gère l'ADN, on est capable d'identifier, par exemple, des gens qui ont commis certains crimes. Vous laissez une trace d'ADN, que ce soit une cellule de peau, un peu de sang ou autre, salive, et c'est fini. On peut identifier les gens. Et donc, l'ADN, c'est considéré comme une sorte de carte d'identité. Donc, en France, qui dit carte d'identité dit ministère de l'Intérieur, grosso modo, je schématise. Bon. Il n'empêche qu'on peut faire des choses beaucoup plus sympathiques avec l'ADN aujourd'hui, donc il ne faut pas se priver de s'en servir. Donc, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ben, ça nous permet de savoir quelles sont les autres personnes qui utilisent des logiciels de généalogie qui ont un peu d'ADN en commun avec. Alors, le test, je l'ai fait, rappelez-vous, avec 23andMe, société américaine. Et comme votre ADN vous appartient, bien entendu, ces sociétés-là, vous remettre votre ADN, ils vous donnent juste un fichier, ça .zip, pour ceux qui ont un fichier informatique, vous l'intégrez dans un autre logiciel, bingo, vous pouvez le réutiliser. Donc, moi, je l'ai utilisé plutôt avec MyHeritage, qui a des fonctionnalités un peu plus évoluées, notamment la gestion de l'arbre généalogique sur MyHeritage est quand même un peu plus élaborée que celle proposée par 23andMe. À partir du moment où vous faites ça, vous êtes abreuvé, littéralement abreuvé, toutes les semaines, de matchs ADN, de gens qui viennent de faire leur séquençage ADN avec MyHeritage dans notre logiciel. Donc là, je vous donne un court extrait de la liste des personnes avec qui j'ai un match. Vous avez ce monsieur, Roïzi Zigaro, avec qui je partage 6% d'ADN. Il est assez proche, je sais qui c'est le fils d'un LB, en revanche, je sais absolument pas qui c'est, 2,8% d'ADN apparaît dans un arbre généalogique de 9 personnes créées par Guy Berry, je n'arrive toujours pas à l'identifier. Ici, Gravuna, même chose, 2% d'ADN, je n'ai pas réussi à identifier où il se passe dans l'arbre. Violaine Kayak, alors je l'ai dans l'arbre, mais je n'ai pas réussi à établir réellement le lien direct entre moi et lui, etc. Il y en a pour des pages, si je peux défiler tout ça. Vous voyez où je veux en venir? C'est un truc complètement dingue en fait. C'est que si vous commencez à modéliser votre arbre, votre famille, 10, 20, 30, 100, 200, 500 personnes au sens large, et vous commencez à utiliser ces outils de match ADN, vous pouvez très rapidement passer à quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de personnes. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi il y a à peu près 4 ans, quand, à l'issue d'une réunion de famille de ma femme, je me suis rendu compte que je pouvais faire grossir de manière assez rapide cet arbre généalogique. Alors, juste pour vous expliquer pourquoi je vous montre l'arbre de cette famille Chaltiel, en fait, il y a quelques années, il y a eu une cousinade dans la famille de ma femme, et j'ai rencontré les cousins et les cousines de ma belle-mère, qui sont de la famille Chaltiel. La famille Chaltiel, pour ceux qui ont vécu à Tunis, il y en avait quelques-uns quand même des Chaltiel. Je peux dire que mon prof de maths, mon sixième, je parle de la voix d'anglais, mon sixième, ça fait lycée terminé. Voilà. En 1950. C'est l'oncle de la personne qui est derrière vous. Voilà. Vous vous rendez compte? Quand Israël a révisé la Z, on a un exemple. Voilà, alors. Ouais, pardon. Grâce à cet exemple de la famille Chaltiel, en fait, qu'est-ce qu'il a fait cet exemple de la famille Chaltiel? Il m'a fait donner un coup d'accélérateur. En fait, je me suis rendu compte que grâce à MyHeritage, on pouvait très rapidement récupérer un tas de gens de la famille Chaltiel, aspirer, si vous voulez, d'une certaine manière les arbres. Alors, ce n'est pas réellement de l'aspiration, hein, il faut les recopier plus ou moins à la main, vérifier les informations, bien entendu, pour avoir des choses cohérentes. Et on peut très rapidement progresser. Au final, ben, j'arrive à quelque chose qui n'est pas réellement un arbre, qui ressemble plutôt à une forêt, c'est difficile à dire.
La copie d'écran que je vous propose ici, elle date de la semaine dernière. Aujourd'hui, j'en suis déjà à plus de 90 000 personnes pour ça. Ça va extrêmement vite, extrêmement vite. Donc là, ce que je vous propose, c'est un extrait de Fanny Zetoun. Donc Simon Zetoun, qui a épousé Irène Naila, je ne sais pas qui. Son père est le frère de Ralph Victor Zetoun, le frère également de Sharon, etc. Et en fait, j'ai un immense arbre, un immense truc qui permet d'agglomérer des tas de familles de Tunisie. Alors, je vous donnerai quelques chiffres un peu plus tard, mais c'est une sorte d'organisme vivant, une sorte de puzzle que je complète un peu tous les soirs, à la grande peine de ma femme qui aimerait que je passe un peu moins de temps sur le héritage, plus de temps sur des choses plus complètes. Mais enfin, moi, je vis un peu comme une mission aujourd'hui, qui est de garder une trace du judaïsme tunisien au travers de cet arbre-là. Alors, je vous ai dit que c'est une forêt, c'est relativement difficile à manipuler. Hein. MyHeritage est bien foutu, mais il y a quand même quelques petites limitations. Notamment, par exemple, si je veux savoir quel est le lien entre Simon Zeti et Jean-Marcel Nataf. Pas simple. Heureusement, les informaticiens adorent les standards, adorent fournir des moyens de communication d'un logiciel à l'autre. Et il existe un standard qui s'appelle le format JETCOM. Alors, JET comme généalogie, je ne sais pas ce que ça veut dire le reste. Hein. Et donc, MyHeritage vous permet d'extraire votre arbre ou votre forêt au format JETCOM et de faire ce que vous voulez avec. Alors, le fichier en question, il fait à peu près 1 500 000 lignes. Voilà. Donc, ensuite, j'ai développé mon petit outil informatique qui me permet de l'agréger et de faire pas mal de manipulations dessus. Là, je vous montre juste les 30 premières lignes, les 40 premières lignes, qui vous montrent que c'est un format JETCOM version 5.5.1 généré avec MyHeritage, qui a été exporté le 8 mars 2022 et que la racine de l'arbre, c'est Joseph Kabah. Je vous ai bien dit que tout partait de Joseph Kabah. Voici, sans bouger. Ouais. Devant l'ordinateur. Voilà. Très bien. Parce que sinon, ils ont du mal à entendre. Ils ont du mal à entendre. Ouais. Je vais... Oui. On prend les questions après. Non, mais le contraste, c'est difficile de lire. Tu peux couper la lumière alors à ce moment-là. Ça va mieux? Ouais. Ok. Alors, on continue. Donc, grâce à ce petit logiciel maison que j'ai développé, je peux m'amuser à faire des choses assez amusantes. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la famille Chaltiel. On remonte à un ancêtre de ma femme qui s'appelle Baba Mouchi Chaltiel, qui est venu de Salonique et qui a débarqué en Tunisie vers la deuxième moitié du 19e siècle. Eh bien, je peux dresser toute la descendance de Baba Mouchi. Ça fait pas mal de personnes et vous verrez qu'il y a quelques personnalités connues parmi ces descendants. Ou je peux également faire le petit arbre que vous voyez sur la gauche de l'écran, qui permet, dans l'ensemble de la forêt des Juifs de Tunisie que j'ai modélisé, de savoir quelle est la distance, à combien de degrés chaque personne se trouve. Donc, vous voyez qu'il y a quelques personnes qui sont à 1, 2, 3, 4, 5 degrés. Et puis ensuite, on a en fait la forme classique. Vous connaissez cette forme-là. Hein. Voilà, ceux qui ont fait un peu de maths et de proba reconnaissent les fonctions de répartition statistique. Donc, grosso modo, en moyenne, les gens sont à peu près 12-13 degrés de Baba Mouchi Chaltiel, qui est un bon attracteur de la communauté juive de Tunisie. Accessoirement, je peux faire d'autres choses. Je peux compter, par exemple, le nombre de naissances en Tunisie chaque année et également modéliser l'espérance de vie. À un bémol près qui est que je n'ai pas l'espérance de vie des personnes qui sont actuellement en vie. Donc, vous voyez la décroissance de l'espérance de vie, simplement parce que je n'ai pas assez de données sur la fin de la courbe. Bien entendu, ce type de graphique est largement biaisé parce que j'ai des données qui sont très incomplètes. Un arbre de 90 000 personnes, ce n'est pas grand-chose en réalité. Et on va peut-être poser les bases de à partir de quel moment on pourra considérer que cet arbre est complet. Mais vous voyez qu'il y a un pic relativement important autour des années 1900-1910 qui, lui, est dû à un biais sur l'origine, sur la source des données que j'ai agrégées. C'est que beaucoup de ces données proviennent d'un organisme, d'une association qui s'appelle le Cercle de généalogie juive, qui met à disposition de ses membres une base d'actes d'état civil et que j'ai abondamment puisé des données dans la base BECAM du Cercle de généalogie. Donc ensuite, j'ai développé mes propres fils pour voir par siècle, par ville, etc. Je peux faire des choses très amusantes. Je peux calculer le lien entre deux individus.
Alors là, j'ai choisi deux personnes qui font partie des people, on va dire. Le premier, c'est Yves-Marc Attal. Alors, Yves-Marc Attal, ce n'est pas lui que vous connaissez, c'est son fils. Son fils, c'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Ah, vous voyez qui c'est? Ok. L'autre s'appelle David Salomon Koskas et son surnom, c'est McFly. Est-ce que vous connaissez McFly? McFly, c'est un YouTuber qui est très à la mode chez les jeunes. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui écoutent, j'espère. Il a, entre autres, parmi ses exploits, été reçu il y a quelques mois à l'Élysée avec son compère, Carlito, pour réaliser une petite vidéo pour rajeunir un petit peu l'audience d'Emmanuel Macron. Eh bien, imaginez-vous que David Koskas, alias McFly, comme Gabriel Attal, sont tous les deux des descendants de Baba Mouchi Chaltiel. Et donc, ils sont de la famille de mes enfants, implicitement. Voilà le lien entre ces deux personnes, une distance suite à peu près. On monte de 4 niveaux et on descend de 4 niveaux. C'est rigolo ce qu'on peut faire. Donc, je peux le faire à peu près sur la plupart des gens de mon arbre. Si vous me donnez deux personnes au hasard, on peut faire le calcul. Je vous donne également un truc très amusant, c'est qu'est-ce qui me relie à Jean-Marcel. Donc, vous voyez que la distance avec Jean-Marcel est un peu plus longue. On passe par la famille de ma femme, puis par la famille Bérébi, Borgel, on passe par Ganem et on redescend par Alphon et Nataf. Voilà. Tu reconnais du monde? Je connais. Voilà. Si vous voulez, si on fait ce jeu-là, vous allez forcément reconnaître des gens parce que on gagne quasiment à tous les coups. Hein. Donc ça, c'est rigolo de développer des outils d'analyse. Moi, ma deuxième passion, c'est l'informatique. Alors, comment ça se passe au quotidien? Comment on fait pour développer un arbre de cette taille-là? Je vais vous expliquer. C'est un travail en fait d'archiviste. Hein. Je réalise de 300 à 400 ajouts par semaine. Alors, parfois, il y a des pics. Parfois, j'ai passé à plus de 1000 ajouts quand je tombe vraiment sur une pépite. Par exemple, là, en fin de semaine, je suis tombé sur un arbre géré par une personne en Israël. C'est un arbre de djerbia. Donc, j'ai beaucoup de trabelsi, beaucoup de mazouz qui sont en attente et que je suis en train d'intégrer. J'utilise plusieurs sources en parallèle. Je fais pas mal d'investigations. Je fais des recherches sur beaucoup de sites de généalogie. Je fais beaucoup d'erreurs. Je le reconnais humblement. L'arbre n'est peut-être pas d'une très grande qualité sur certaines zones parce que je m'appuie sur des choses qui existent. Donc, je fais beaucoup de corrections au fur et à mesure quand on m'indique mes erreurs. Je fais des ajustements. Et en fait, c'est un puzzle qui n'a pas de limite. Hein. Je ne sais pas si vous êtes des fans de puzzle. À la maison, vous êtes des fans de puzzle. Alors, celui-là, ce n'est pas un 1500 pièces, c'est un 300 000 pièces. Alors, parmi les sources, on va les passer en revue. Il y a cette première source qui est ce cercle de généalogie juive. Je vous invite à rejoindre cette association. Ça ne vous coûtera pas grand-chose. Ça aidera l'association à vivre. Et elle fournit énormément de choses. Elle fournit des données, des actes d'état civil qui ont été digitalisés, qui ont été numérisés, qui ont ensuite analysés en Tunisie. Alors malheureusement, cette base n'est pas complète. Par exemple, sur la famille Kabla, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé Yakuta Kabla, Abraham Kabla, Louise et Fortuné, mais malheureusement, je n'ai pas pu les rattacher à ma famille Kabla. Au total, vous avez, voici le nombre d'actes que vous avez trouvés sur cette base. Vous avez sur la base qui s'appelle Bécane, 23 000 actes de Tunis municipalité, 378 de Tunis contrôle civil, 119 de Abraham, 119 de Béja, 207 de Bizerte, etc. Okay. Bien entendu, il y avait plus de juifs tunisiens qui vivaient dans ces villes-là. Mais sur la période, grosso modo, entre 1870 et 1930, dont sont issus les actes numérisés, voilà l'échantillon sur lequel on peut s'appuyer. Donc, c'est une bonne base, mais c'est malheureusement une base incomplète. Je ne sais pas si Thierry Semama est connecté. J'espère bien qu'un jour, on pourra s'appuyer sur un truc encore plus riche. Hervé, je suis connecté, c'est simplement les limites de l'état civil. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve des actes. Un acte d'état civil, ça ressemble à ça. Donc, vous imaginez, il est à peu près 23 heures chez les Kabla, la maison est dans un calme absolu, les gens sont partis dormir, les gens, la famille, sont partis dormir, dans le meilleur des cas. Et puis moi, je suis sur mon écran en train d'essayer de déchiffrer de qui s'agit-il. Alors, est-ce que vous arrivez à lire? Moïse Abitbol. Alors, Moïse Abitbol, il est fils de qui? Voilà, il donne une question. Donc, Esther Gabaï et Simeon Abitbol. C'est un acte de décès. Moïse Abitbol, il était l'époux de Esther. Alors, c'est un Vérez, non, c'est un Pérez. Vous entendez, c'est super mal écrit.
Okay. Sur la déclaration faite par Jacob Aguilbol, courtier demeurant à rue, je ne vois pas très bien la rue, âgé de 55 ans, on va dire. Alors, il y a un truc très marrant sur les actes d'état civil. En général, ils sont tous âgés de 50, 55, 60, 65. Il n'y en a jamais un qui est âgé de 62 ou de 47 ou de 31. Non, c'est toujours des multiples de 5. Allez savoir pourquoi. Bon, voilà. Donc ça, c'est un acte qui date de 1995. Ouais, 15, un truc comme ça. Alors, je vous rassure, il y a un premier travail qui a été fait où on a quand même les années qui sont marquées. Sur les... Oui. Ma grand-mère est de la Veuve, ils sont nés avant 1910, ils n'avaient pas une date de naissance. Voilà, tout à fait. En fait, qu'est-ce qui se passait très souvent? Enfin, je n'étais pas là pour le voir, mais je le suppose. Hein. C'est que très souvent, qu'est-ce qui allait déclarer? Ce n'était pas toujours le père, hein, c'était un voisin qui allait déclarer. Et quand il donne l'âge du père ou de la mère, bah, il lui donne l'âge approximatif. Et il me semble que ça. Oui, ce que je voulais dire, c'est que justement avant 1900, il n'y avait pas d'état civil. Donc, c'est les parents qui venaient déclarer les enfants. Et ma grand-mère est née en 1881. Et comment elle a su qu'elle était en 1880? Parce que son père, quand il savait déclarer, il a dit c'est l'année des Français. Voilà. Alors maintenant, allez déterminer le mois, hein. Allez déterminer le jour, etc. Et elle a dit que c'était qu'il se reportait s'il y avait eu des sauterelles. Oui, ou est-ce que c'est avant Pessah? Est-ce que c'est juste après Shavuot? Donc, beaucoup d'actes sont assez approximatifs. Bien entendu, après, on va dire un peu plus tard, 1910, là, vous avez des actes qui sont un peu plus visibles. Donc là, vous avez voilà, l'acte de naissance en 1910, 30 alors, l'acte est établi le 30 janvier, il est né aujourd'hui. Donc le fils de Sion Baruch et de Esther Haddad, qui s'appelle, non, c'est une fille, c'est Kouka. Kouka. Et Kouka, alors, c'est très intéressant parce que là, sur la gauche, vous avez une autre information. Kouka, elle a épousé à Tunis le 28 septembre 1937 Gaston Zira. Alors Zira ou Zera, amusez-vous, après ça change hein, parfois. Parfois, il faut aussi faire attention aux témoins, hein, sur la déclaration nous faite par le père en présence des sieurs, bah, souvent vous avez un oncle. Alors quand il est précisé que c'est un oncle, bien le grand-père, c'est vachement intéressant parce que vous avez un degré supplémentaire dans l'arbre, donc vous pouvez compléter. Très souvent, vous allez tomber sur les gens qui sont là à l'administration. Angelo Nataf apparaît sur un nombre incalculable d'actes de ces malades. De temps en temps, vous avez la signature. Alors, en général, quand je montre ça aux copains, ils sont très contents. La signature de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, c'est très, très émouvant. Voilà, donc ça, c'est une première source de données, les actes d'état civil. Deuxième source de données, je ne sais pas si c'est grâce à toi, Jean-Marcel, ou c'est grâce à David Gamrasnik, je suis tombé dessus, c'est les archives nationales, les décrets de naturalisation. Alors, vous avez des trucs complètement dingues. C'est que les décrets de naturalisation entre 1920, grosso modo, et 1937-38 à peu près, eh ben, vous les avez numérisés, parfois analysés avec un logiciel de reconnaissance automatique, bon, qui n'est pas super précis, donc il faut bien retourner sur la version initiale, sur les photos, et vous pouvez choper un tas d'informations. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'un ancêtre de ma femme a été naturalisé français parce qu'il a été caporal au 4e régiment de Zouaves pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Truc extraordinaire de tomber sur un membre de la famille qui a fait la guerre du bon côté en plus. Bon, bah, après, il faut le retrouver. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il s'est naturalisé français et puis un peu plus tard dans l'acte, on trouve qu'il a naturalisé aussi sa famille, ses proches. Et donc, j'ai naturalisé, en fait, j'ai analysé ces actes de décrets de naturalisation jusqu'aux années 36-37, ce qui était assez éprouvant parce qu'il y avait quand même pas mal de données à intégrer. Et puis, en fait, aujourd'hui, ben, les logiciels le fournissent en standard. Donc, c'est un travail qui fait deux fois. Autre source, ben, les correspondances ADN, je vous en ai parlé.
Donc là, régulièrement, je reçois des matchs. Voilà, pas plus tard que la semaine dernière, je reçois un match de Gaël Saïd, la cinquantaine, donc on a à peu près le même âge. Elle a 1,6% d'ADN commun avec moi. 1,6% d'ADN, donc c'est une puissance de 2, c'est 2 puissance 6. On est à 6 degrés. Donc, on a un arrière-arrière-grand-parent commun. Ça devient sympa. Mais on ne sait pas lequel. Alors, j'ai pu aller voir son arbre. Il y a quelques candidats intéressants. Il y a une Haddad, une Valenzi, puis je ne sais plus quel est le troisième nom, et ça pourrait matcher. Mais il y a un chaînon qui manque. Donc, pour l'instant, on sait qu'il y a un lien, mais on ne sait pas exactement lequel. Et pour analyser, il faudrait pouvoir contacter les oncles et les tantes des uns et des autres pour pouvoir retrouver cette correspondance. Autre source de données, alors voilà, donc oui, je vous montre comment ça fonctionne. Donc quand vous recevez des matchs, vous pouvez ensuite voir les correspondances. Autre source de données, lorsque vous êtes sur votre arbre, un logiciel comme MyHeritage, je vous dis, bah, attendez, la personne qui est là, elle apparaît sur un autre arbre. Vous voyez, Anan Attal Nedismut, eh bien, on en parle dans l'art de Raphaël Gabaye, et on en parle dans l'art de Claude Attal, et on en parle dans l'art de Yuval Gallon et de Thierry Lévy. Alors, ça a l'air d'être la même, mais ce n'est pas la même date de naissance. Vous voyez, il y en a un qui la déclare en 1908, un autre en 1910, un autre en 1908, un autre en 1908. Alors, il se trouve que j'ai trouvé l'acte de naissance grâce à GDANet. Je confirme, c'est 1909 normalement. Ils ont tous, ils ne sont pas très loin. Ils n'ont pas 20, mais ils ont un bon 15. Okay, mais vous voyez, la difficulté, c'est que ce 1908 et ce 1910, on pourrait se dire que ce n'est pas du tout la même personne. Sauf que, en corridor, on voit qu'il y a quand même pas mal de liens. Vous voyez qu'une fois, le Wakil est retranscrit avec un W, une autre fois avec OU. C'est ça le petit jeu du puzzle. Hein. Il faut décoder comment les gens interprètent les noms des uns et des autres. Il y a également donc, la capacité à aller choper des arbres entiers de certaines personnes. Et là, je vous dis, voilà toutes les données que vous pouvez trouver sur ces arbres. Accessoirement, très souvent, je suis contacté par des personnes via MyHeritage qui me disent dans mon arbre, il y a une petite erreur. Ou bien, comment vous avez trouvé cette information? Ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes certain du lien, etc. Je ne savais pas que tel avait, que mon père avait une autre sœur, il n'en a jamais parlé. C'est un échange permanent qui fait que ça s'incrémente tous les jours. Autre source d'information, je ne vais pas chercher sur MyHeritage uniquement, mais je vais aussi chercher sur d'autres logiciels comme GeneAnet, comme Genie, et comme depuis pas très longtemps Philae. Alors Philae est une source très intéressante parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont mis leur arbre sur Philae et qui n'ont pas mis ailleurs. Donc là, typiquement, par exemple, je cherchais des informations sur un Joseph Saada, j'en trouve plusieurs, c'est le même apparemment, Joseph Saada né en 1920 en Algérie. C'est pas celui-là qui m'intéressait, moi ce qui m'intéressait, c'est le Joseph Saada qui apparaissait sur l'arbre de Trier, qui est né à 10 ans. Et puis, il y a tous les contacts que je prends avec des amis qui ont des noms en consonance tunisienne. J'ai contacté mon copain Jean-Marc Semama, un certain David Baranès. Là, c'est Philippe Diaye qui m'a contacté parce qu'il a eu un match sur MyHeritage. Une autre fois, j'ai contacté un gars qui s'appelle Elie Valenzi. Alors, il est très rigolo, Elie Valenzi. Il s'appelle Valenzi comme ma mère. C'est la famille des Valenzi de Nobel. Je ne sais pas, mais je donne le numéro de ma sœur. Donc, j'ai appelé la sœur. La sœur me dit, je ne sais absolument pas, mais j'ai un grand-oncle à Marseille qui a 91 ans. Tu peux l'appeler. Et j'ai passé 1 heure avec ce grand-oncle qui m'a donné son arbre, sa famille, etc. Et c'est comme ça qu'on rajoute des petits bouts et des petits bouts et des petits bouts pour constituer cette immense forêt. Voilà. Et puis, depuis pas très longtemps, depuis quelques semaines, moi, je porte beaucoup d'espoir sur un groupe Facebook qui a été lancé par David Gamrasni, qui est le groupe sur la généalogie des Juifs de Tunisie. Alors, David, il a fait un travail remarquable. Il a lancé un. D'abord, David, qu'est-ce qu'il fait? Il fait à peu près le même boulot que moi, mais lui, il se focalise sur Sfax. Voilà. Son domaine, c'est Sfax. Il veut recenser les Juifs de Sfax. Très bien. Donc, on échange beaucoup d'informations. Je m'appuie énormément sur les données qu'il y a sur son arbre. Donc, en théorie des ensembles, normalement, c'est un sous-ensemble de mon arbre. Sauf que lui, il avance à sa vitesse. Donc, moi, de temps en temps, je suis obligé de recoller le morceau. Et il a lancé un groupe des Juifs de Sfax qui marche vachement bien. Il faut le reconnaître, c'est extraordinaire pour collecter de l'information. Et on s'est dit, ça serait bien de lancer la même chose sur toute la Tunisie. Et là, je ne sais pas si on n'a pas été un peu ambitieux, parce que autant il y a une certaine, comment dirais-je, les Juifs de Sfax sont assez soudés entre eux, ils se connaissent,
c'est un monde à part, hein, si on ne connaît pas. Autant à l'échelle de toute la Tunisie, ça ne marche pas de la même manière. Vous savez, c'est comme les clubs de foot. Hein, les Parisiens ne parlent pas aux Marseillais qui ne parlent pas aux Lyonnais. Les Juifs de Nabeul et les Juifs de Sfax, ce n'est pas tout à fait le même monde. Oui, ils viennent de Tunisie, oui, ils mangent des couscous boulettes, mais ils ne se marient pas entre eux. Prenez en compte un truc fondamental, hein, c'est que les mariages entre des gens qui viennent de villes différentes, c'est un des bénéfices du XXe siècle et des nouveaux moyens de transport. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on épousait sa cousine, je vous donnerai des stats sur les mariages entre cousins, son cousin, son voisin, mais en réalité, on épousait quelqu'un du même patelin. Et très rarement, on épousait quelqu'un d'un autre patelin. Il a fallu les moyens de transport modernes, la voiture, le train, je ne parle pas de l'avion, pour qu'on épouse quelqu'un d'un autre patelin. Alors, vous imaginez pour épouser un juif marocain ou un juif ashkénaze, les efforts qu'il a fallu faire. Bon, moi, je porte beaucoup d'espoir sur ce groupe, parce qu'il y a normalement dans ce groupe énormément d'informations qui devraient pouvoir remonter jusqu'à. Voilà, alors quel est le bilan? Parce qu'on avance, mais il reste une dizaine de minutes. Quel bilan je fais, moi, de tout ce travail? Alors, il y a des choses très amusantes. Quelques chiffres. Hein. 90 500 fiches, c'est le nombre d'individus que j'ai collectés ce matin, qui sont connectés sur un immense cluster d'à peu près 78 000 individus. C'est-à-dire que j'ai 78 000 individus que je peux relier entre eux par un arbre, soit de l'ascendance, soit des mariages. C'est complètement dingue. Mais ça veut dire qu'il reste à peu près 12 000 individus qui sont complètement déconnectés. Ils sont à peu près 1600 niveaux qui comprennent entre 3 à 150 individus. Et je ne sais pas comment les connecter, et j'espère un jour pouvoir les connecter, mais ça demandera du. Alors, sur cet instantané-là, sur ces 90 000 individus, je peux sortir quelques stats très marrants. Par exemple, quels sont les noms les plus répandus? Bon, bah, Cohen, pas étonnant. Gaze, plus étonnant, pourquoi? Bah, j'ai un biais, hein. Moi j'ai commencé par analyser les gaz. J'en ai beaucoup des gaz. J'ai beaucoup de bismuth, parce que dans le cercle de généalogie juive, sur la base Bécane, j'ai analysé en fait tous les bismuths. Un jour, je me suis dit, je vais faire les bismuths. Là, actuellement, je suis sur des paillettes, donc ça va bien. Beaucoup de Haddad, bah oui, les gaz et les Haddad, ils sont très très liés. Pas mal de Lévi. Je peux aussi vous sortir des stats sur les prénoms. Donc les prénoms les plus fréquents, c'est Joseph. Je ne pensais pas que ce serait Joseph. Je pensais à Abraham, à Isaac. Non, Joseph, ça paraît bien. De être beau et intelligent. David, Rachel, Esther, Élie, Victor. Daoud. Dadou. On a plein. Alors, j'ai presque 300 mariages entre cousins. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est pas beaucoup comparé à 90 000, mais enfin, 300 mariages entre cousins, c'est quand même assez considérable. Alors, il y a d'autres stats que je ne vais pas montrer aussi, c'est le nombre de gens qui sont mariés 3 à 4 fois. L'écart maximum d'âge entre mari et femme. J'ai un mariage à 60 ans d'écart. La bigamie. Exactement, elle existait. 60 ans d'écart, ouais. Et il a eu des enfants. C'est ça qui est extraordinaire. De lui. Alors là, on rentre sur un aspect. Malheureusement, les tests ADN à l'époque n'étaient pas répandus. Mais ça fait aussi partie des aspects des tests ADN. Donc, voilà, on pourrait parler. Alors, vous avez aussi des noms qui correspondaient à des noms arabes. Par exemple, vous parliez de. Le Saïd Vous pouvez laisser la génération. Ah oui, il y a des patronymes arabes. Hein. Saïd, quand je suis tombé sur la Yael Saïd au début, je me suis dit, tiens, je suis tombé sur un nana qui avait posé un nana. Pas du tout. C'est des Saïd de Nabel et il y a des Saïd à Nabel. Il y a tout comme ça. Il y a des Kabla arabes, donc je ne vois pas pourquoi il n'y en a pas d'autres. Les Kohen arabes, c'est plus rare, mais on peut en voir un petit peu. Sur les 90 000 individus, alors, je tiens à préciser des choses. Il n'y en a que 25 000 sur lesquels je suis capable de mettre une ville de naissance précise. Donc, ça laisse quand même 65 000 sur lesquels j'ai encore des doutes sur la ville de naissance. En tout cas, je n'ai pas. Sur ces 25 000, j'en ai 10 000 à peu près qui viennent de Tunis. 940 de Sfax. Alors, comparé aux 10 000 de David Gamrasni, c'est un dixième parce que je n'ai pas tout recopié encore. Donc, ça prend du temps à recopier à la main. Beaucoup de Nabel, de la Goulette, de Béja, de Bizerte. Donc, il y a encore beaucoup de données analysées. Hein. Le travail n'est pas fini. C'est très manuel actuellement. J'ai des informations sur la répartition des noms de famille. Hein. Par ville, par exemple, à Tunis, vous avez beaucoup de biscuits de Cohen, de Tayeb, de Natar, de Smadja.
Annabelle, c'est beaucoup de Haddad, de Gez, de Mamour. Enfin, pour ceux qui ont vécu en Tunisie, c'est pas, il n'y a rien de neuf. Hein. À ça, ils ont beaucoup d'Azriad, d'Erédit, Cohen, de Kayat, à Djerba, les Trabelsi, les Cohen et Haddad. Ou bien, quelles sont les villes où on va trouver les plus de toponymes. Par exemple, les Lévis, c'est à Tunis, c'est à Béja. Il y a beaucoup de Lévis à Béja. Les Bouniques, c'est à Sfax, c'est à Tunis. Les Usans, c'est Tunis, Nabel et Sousse. Probablement, il y a peut-être des circuits qui ont fait que ça naviguait d'une ville à l'autre. Et puis, comment on peut faire la différence? Pardon? Comment on peut faire la différence entre Gadet, par exemple, ah bah, je regarde juste les données exactes où j'ai d'où viennent ces individus. Hein. Quand j'ai les provenances exactes, parce que j'ai un acte d'état civil ou parce que j'ai le truc qui est mentionné sur un arbre et que c'est cohérent, là, je peux m'appuyer dessus. Et à Gabès, il n'y a rien? Si, il y en a, mais je ne les ai pas tous sortis. C'est ça le truc. Hein. Gabès, il y a beaucoup de mimoun, Gabès. Alors, ce qui est assez extraordinaire aussi, bien entendu, il faut venir un petit peu par le panache, c'est les magnifiques. On est là entre nous, on peut le dire, on est quand même les meilleurs. Et donc, j'ai les arbres de certains de nos vedettes. Donc, des rabbins, honneur aux rabbins. Donc, des rabbins que je n'ai pas eu le plaisir de connaître, Haïm Zetoun, Israël Zetoun, Shlomo Dana, ou Haïm Citruc, comme je pense que vous avez pu connaître. Ancien rabbin de France. Donc, on a l'ascendance, famille Citruc et portugais. Ouais. Pardon? La grand-mère dont je vous ai parlé, qui est née en 1881, et qui a eu son certificat d'études de 15 ans plus tard à Roquette. Et bien, elle s'appelle Esther Brami. Née Ghana. Oui, alors voilà. C'est ma grand-mère. Vous allez m'aider à compléter, alors on va se voir. On se réserve une après-midi ensemble, là. Avec plaisir. Alors, on continue. On continue. Alors, il y a quelques humoristes. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de McFly, du youtubeur. Vous avez Eli Kakou, c'est un cousin de ma mère. Je suis très fier. Voilà. Vous avez Michel Bougenard, qu'on ne présente plus. Vous avez Eli Kakou, Valenzi par sa mère, Benabel, exactement. Vous avez des acteurs. Alors, Victor Lanoux, je ne savais pas que c'était un attaque. Et un acteur vedette du Bureau des légendes, pour ceux qui regardent les séries, c'est Gilles Cohen, qui est un acteur qui monte actuellement. Donc là, c'est famille Cohen. Vous avez des chefs d'entreprise bien connus. Alors, vous avez bien entendu Tati, les Waki, vous avez Nafnaf, les Pariens, François Riahi, l'ancien patron de Natixis, et j'en passe. Vous avez. Ouais, allez-y, si vous voulez couper le compte. Sinon, je pourrais faire circuler le truc. Hein. Alors, des hauts fonctionnaires, Dominique Strauss-Kahn, je ne présente plus. Gabriel Attal, on en a parlé tout à l'heure. Doc Zera, un peu moins connu, mais enfin, voilà, vraie personnalité et qui assume pleinement ses origines tunisiennes, on va dire. Mais Attal, il se prétend pas juif. Non. Alors, il n'est pas juif du côté de sa mère. Je vous ai montré. Il est de famille française, noble, machin, etc. Moi, vous savez, j'ai une définition de juif qui est très simple. Hein. C'est la définition des SS. On a arrêté les histoires. C'est tout. Pour les gens qui ne sont pas juifs, qui n'analysent pas ça, pour eux, Gabriel Attal est juif. Et il se traînera toute sa vie. Il n'est pas juif au sens du judaïsme orthodoxe, à l'Afrique. Mais pour les gens qui n'aiment pas les juifs, il sera juif. Donc, je le mets devant. Vous avez quelques avocats, alors je passe Jean-Marcel Nataf, qui est bien connu, mais vous avez d'autres avocats bien connus. Alors, Albert Bessis, qui est un avocat et homme politique en Tunisie. Il a été le comité juif, c'était lui. C'était lui. Barouche. Il y en a plein. En fait, des avocats juifs, il y en a énormément. J'en ai sorti quelques-uns, donc Gisèle Halimi, qui est bien connue. Et puis alors, Sultana Juliette Zera Nesmadja, il paraît que c'est la première avocate juive tunisienne. Gisèle Halimi. Bon, je ne sors pas tous, j'ai sorti quelques exemples juste pour. Alors, il y a quelques sportifs. Vous connaissez tous Victor Pérez, bien entendu, dans le film. Zizi Tayeb, ça vous parle? Oui. Natation. Exactement. Il avait un magasin. Bébé Smadja, footballeur. USD, exactement. Voilà, donc on a aussi la famille Bébé Smadja. Il y avait un autre, récemment, Slama. Slama.
C'est lui. Non, c'est lui. Non, Bébé Sama, ouais, Bébé Sama, pas Smadjaoui. Voilà, vous avez les scientifiques. Alors, c'est plus étonnant. Maurice Taïeb, est-ce que vous connaissez Maurice Taïeb? Vous connaissez Yves Coppens? Oui. Yves Coppens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert Lucie, hein, dans la tête des gens. Eh bien, lisez la dernière interview d'Yves Coppens dans Le Monde il y a quelques semaines. Il explique que non, ce n'est pas lui qui a découvert Lucie. C'est Maurice Taïeb. Exactement. Maurice Taïeb qui malheureusement nous a quittés en juillet dernier. Lucie, exactement. Il était géologue et il était dans l'équipe avec Coppens, mais c'est Taïeb qui a découvert le lieu de Lucie. Exactement. Ah, simplement parce qu'il était plutôt dans l'ombre, ce n'est pas quelqu'un qui prenait la lumière. Alors, plus proche des exploits récents, nous avons notre prix Nobel à nous, les thunes. Elle s'appelle Andrea Ghez. Oui. Prix Nobel, exactement. Prix Nobel d'astrophysique pour avoir découvert un amas hyper massif au centre de la galaxie, un peu dans ce style. Okay. Et nous avons, alors là, personne ne peut faire mieux que nous avons un cratère qui s'appelle le cratère Lamèche, du nom de Félix Lamèche-Chemla. Lamèche et Chemla en inversé, c'était son surnom. Astrophysicien à l'Observatoire d'Athènes, en tout dans ce style, qui a, et je ne l'invente pas, hein, descendant de Ravi Taïeb Lomet. Donc voilà. C'est un descendant, si on remonte là, c'est Ravi Taïeb Lomet, si on remonte l'arbre à 4 ou 5 générations. Il s'appelle Félix Chemla, il observait les étoiles, et il a un cratère sur la Lune qui porte son nom, qui s'appelle le cratère Lamèche. Et voici les coordonnées. C'est du Wikipédia de ce matin, si vous voulez le chercher. D'accord. Lamèche, il a francisé son nom. Il a fait c'est blanc. Alors, attendez, on va continuer. Alors, il fallait que je fasse mon petit truc à moi. Il y a 47 polytechniciens, pour l'instant, que j'ai recensé, juifs tunisiens. Et un truc complètement dingue, c'est dans ma promo à moi, 1984, nous sommes 7. Quand je dis 7, c'est énorme. Hein. C'est un tiers des juifs de ma promo, c'est des Tchouks. Bérébi, Enriquez, Fitoussi, Kabla, Koskas, Semama. Et il y en a même un qui s'appelle Momensat. Et j'ai découvert que sa mère était juive, c'était une bijamie, tunisienne. Voilà. Comme quoi, on a fait un tir groupé cette année. Et le Bérébi, c'est un Alors, mathématicien? non, pas du tout. Il a fait de la finance. Laurent Bérébi. Benjamin Enriquez, c'est un mathématicien. Il était premier à Normal Sup, premier à l'X. Bertrand Fitoussi, il a fait de la finance. Moi, je suis de la généalogie. C'est Jean-Paul. C'est le neveu de Jean-Paul. Il s'appelle Bertrand. Koskas, il s'appelle Thierry Koskas. Il est le directeur commercial de Peugeot. Auparavant, il était directeur commercial monde de Renault. Il était censé être le successeur de Carlos Ghosn, si Ghosn avait transmis la main correctement. Mais c'est un X-Min. Enfin, Koskas et Enriquez sont arrivés tous les deux dans les 10 premiers à l'entrée. Enriquez premier et Koskas troisième, quatrième. Donc, c'est un bon scientifique qui a dirigé le mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des B6. Enfin, là, j'ai juste fait mon année. Si Philippe Ayat n'avait pas fait 5,5, il nous aurait rejoint. Enfin, voilà, en fait, je ne sais pas pourquoi il y a eu un tir groupé de juifs tunisiens cette année-là. Peut-être parce qu'on était 20 ans après l'arrivée des années 65-66. C'est pas mal de Goulet et tout ça. Des jeunes producteurs, notamment Dovatia. Dovatia, tout à fait, Dovatia, exactement. Oui, j'aurais pu le mettre effectivement dans le truc, mais je n'ai pas son arbre, malheureusement. Alors, Dovatia, je n'ai pas son arbre. J'aimerais bien avoir l'arbre de Dovatia. Très, très intéressant. Danny Briand. Danny Briand, son grand-père était au J'enregistre. C'est pas très intéressant. Juan et Cohen. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés, Jean-Claude? Maintenant, ça a l'air très sympa, très facile, mais arrêtez. Il n'y a pas d'image. Il manque beaucoup de données sur certaines villes. Il n'y a que des diapos. Oui. On le voit, lui, parler. On l'a vu qui augmente quelques tous secondes. les jours, parce qu'il y a des gens qui font leur test ADN et qui mettent leur barre en ligne. Hein. Et très souvent, et ça, je pense que ça demande une analyse sociologique, hein, les gens mettent en ligne leur arbre. À quel moment? Malheureusement, quand il y a un décès, quand il y a un événement familial malheureux, où ils se disent qu'il faut garder une trace. C'est ce que j'ai fait moi avec mon grand-père. Je veux garder une trace. Et c'est à ce moment-là où, d'un seul coup, j'ai des données qui arrivent.
Les difficultés de retranscription des noms et des prénoms, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Une fois c'est avec un H, une fois sans H, une fois avec un I, une fois avec un etc. Il y a des arbres qui sont masqués, il y a des arbres auxquels je n'ai pas accès. Donc, je sais qu'il y a des noms qui sont partagés, mais je ne sais pas quels sont les derrière. Il y a des incohérences, je ne le cache pas. De temps en temps, effectivement, Jean-Marcel, je tombe sur des gens qui ont donné naissance à 8 ans ou 9 ans. Ce n'est pas possible, il y a une erreur. Les gens, ils ne font pas le calcul. Les anciens qui disparaissent peu à peu, et donc il faut qu'on capte ce savoir-là avant cette disparition et le temps qui manque parce que les journées, elles font que 24. Donc, c'est un travail qui n'est pas fini. Je pense, à mon sens, qu'il doit rester à peu près 3 fois plus de données à découvrir. La matière cachée, pour moi, c'est à peu près le triple de ce que j'ai fait. Bon, ma chérie, je ne ferai pas tout, il y aura d'autres qui feront. C'est un travail qui a besoin d'un coup d'accélérateur, et donc je vous invite, malgré l'amende de 3 750 €, à faire de séquençage EDF. Faites-le. On laisse une trace, on laisse une information assez importante. Voilà. Et puis, j'ai besoin de la contribution d'un peu de tous, et pour ça, je vous donnerai mes coordonnées un peu plus loin. Surtout, ce n'est pas un travail que j'ai fait tout seul, c'est un travail, je m'appuie sur le boulot des autres en réalité là. En réalité, vous savez ce que je suis? Je suis un couturier. Je prends des morceaux de tissu remarquables faits par d'autres et je les coupe. Et donc, je tiens à le remercier. Thierry Samama qui gère la base de Cannes. David Lissia, je crois qu'il est là. David, je te remercie du fond du cœur parce que c'est un peu grâce à toi que j'ai vraiment accéléré initialement sur l'arbre. Emmanuel Fitoussi, j'ai piqué un peu de tout dans ces différents arbres. David, alors je ne pense pas qu'il soit là, mais David, c'est mon alter ego. Tous les soirs, on discute quand on a un moment. De temps en temps, on se retrouve à 2-3 heures du matin à essayer de trouver des incohérences sur les arbres. Il y a un certain Elia Ouzana, il m'a beaucoup aidé sur l'arbre des gaz de Nabel, indirectement, parce qu'il a mis énormément de données disponibles. Et puis tous ceux qui ont mis des arbres de 2000, 3000, 4000 personnes, Rachel Assous en Israël, Angelo Cosimano, je ne le connais pas, Robert Bonic, qui est un copain. Robert Bonic, il a fait un truc remarquable. Robert, c'est un type qui s'emmerde pendant les mariages. Il ne danse pas, la musique, ça le tue. Alors, vous savez ce qu'il fait depuis 30 ans? Eh bien, il va voir les anciens, les vieux, les tontons, les tatas, les grands-pères, et il va leur dire, raconte-moi ton arbre généalogique. Et il a constitué l'arbre de Béja, c'est Robert qui l'a fait. C'est remarquable ce qu'il a fait. Au lieu d'aller faire les cons sur la piste de danse, de temps en temps, on devrait s'asseoir pour discuter avec les anciens et récupérer cette information-là. Jean-Marcel, qui m'a beaucoup aidé avec quelques données de sa famille. Patrick Belaïch, dont j'ai récupéré l'arbre il n'y a pas très longtemps, Robert Baranès, Daniel Boucris sur des jardins, etc. En fait, il y a des dizaines et des dizaines de gens dont j'ai piqué un peu des morceaux d'arbres pour constituer ce truc-là. Donc, ce n'est absolument pas moi qui fais le boulot, c'est eux qui ont fait le boulot, et moi, j'ai cousu tout ça. Mais bien entendu, si vous voulez m'aider, c'est très simple. Voilà le mail, voilà le téléphone, vous m'appelez, vous me contactez, et je me ferai un plaisir de collecter toutes les informations que vous me transmettre. Et inversement, de vous transmettre de l'information, si cela vous intéresse. Voilà, j'ai essayé de finir dans les temps. Malheureusement, j'ai un petit peu dépassé. Les Berdas, j'en ai plein, hein, des Berdas. Oui. Si, bien sûr. Alors, j'ai un match en plus avec des Bergides. J'ai un match ADN avec des Bergides, mais je ne sais pas de ça. Je pense que c'est de Sfax parce qu'ils sont dans l'arbre des Gamrasni. Dans l'arbre des Gamrasni. Toi, je sais, que le test ADN. Tes sources, est-ce qu'à un moment donné, tu as essayé de voir l'aspect plus d'enregistrement dans les synagogues, les registres rabbiniques, tout ça? Alors, est-ce qu'ils existent? Parce que je sais pas. On en a discuté. Je ne sais pas. De temps en temps, quand je suis paumé dans une synagogue, je regarde les tableaux avec les petites chandelles en me disant tiens, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont dans mon art? Est-ce que je ne peux pas compléter l'information? En Tunisie, je n'ai jamais été voir dans les registres de synagogue. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui font un travail remarquable sur l'entretien des cimetières. Il y a des gens qui ont des contacts encore en Tunisie. Je ne parle pas arabe. Je n'ai aucun contact en Tunisie. Je suis né ici, malheureusement. Des synagogues, il y a sur les murs, des petites lumières. Oui, les petites lumières, très souvent. Mais en fait, ça me donne juste un nom. Moi, ce dont j'ai besoin très souvent, c'est père, mère et un enfant, par exemple. Au moins 3 personnes pour faire une sorte de triangle qui est l'élément de base. Si j'ai juste une personne, la localiser toute seule dans l'arbre, c'est très difficile. Je risque de commettre des erreurs. Et l'un des trucs qui m'angoisse
en permanence, c'est de mettre une erreur dans l'arbre. Vous savez pourquoi ça m'angoisse? Parce que ce que je fais là, bah, ça aide beaucoup de gens qui vont récupérer des données pour compléter leur arbre. Et si je mets une erreur dans mon arbre, l'erreur risque de se propager ailleurs. Donc, il faut que je sois hyper vigilant sur les données que je mets à l'intérieur. Alors, est-ce que le nom de TDK apparaît quelque part? Bien sûr, oui. Non. Si. Alors, attendez, moi, si vous voulez, on peut faire une session où vous me donnez un nom et puis je vous dis tout ce que j'ai dans mes arbres. Et après, on va passer aussi aux paroles, aux questions Ouais, vas-y. du public Zoom. On commence par la salle et après on passera sur Zoom. Ouais, allons-y, vas-y. Ah, pardon. Alors, TBK, vous voulez savoir quel nom? Alors, pour ceux qui attendent. J'active. Voilà. Là, on commence les Zooms? Allez, les Zooms. On commence les questions. Non, plutôt Zoom avant la salle. Parce que la salle, ils sont là encore. Alors, moi, je vais les recevoir par écrit. Ah, ok. Envoyez-moi vos questions par écrit. Je les transmets et je vous donnerai la parole. Alors, TBK comment? Alors, ma mère s'appelle Nelly. Ouais. Nelly TBK. Et mon grand-père, son père. Alors, Nelly Smerha TBK, Smerha qui a épousé Fitoussi. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, ouais. Elle a épousé Gilbert Khaï Fitoussi. Oui. Donc, j'ai une fille qui a épousé un Semama, mais après, je ne connais pas les prénoms. Simplement... Ah, ben voilà, vous avez une idée. Non, c'est que je connais ça peut-être. On est Voilà, alors Gilbert, alors sur les TBK, je sais que c'est la fille de Jacques TBK et de Julie Alimi. Oui. Et sur Gilbert Fitoussi, c'est fils de Gaston Fitoussi et Alice Berdam. J'ai peu d'informations. Donc, je serais ravi que vous puissiez changer et que vous me donniez de l'information pour rassembler ça. Ben, en fait, j'ai plein de morceaux, si vous voulez, que je ne peux pas ou je ne sais pas rassembler sans avoir un élément extérieur qui me dit mais c'est les mêmes. Ouais, donc il faut faire très attention. Il faut faire super attention. De temps en temps, il me dit tiens, c'est le même. C'est pas du tout le même. Ouais. Je trouve qu'il y a très peu de graines en pourcentage. Alors, des Livournais. Oui. Alors, donnez-moi quelques noms, je peux vous en sortir. L'Ambroso, j'en ai beaucoup. Alors, bien sûr, j'en ai. Là, vous ne les voyez pas ressortir sur les listes par ville parce que je n'ai pas forcément les villes, je ne suis pas certain sur les. Quand je n'ai pas l'information avec certitude, je préfère ne pas la mettre. À quel degré tu mets les limites en termes de génération? En hauteur, alors, il se trouve que je suis tombé sur un arbre chaltiel qui ne connaît pas la validité exacte, je l'ai intégré, qui fait remonter les origines de la famille de ma femme à Londres à la fin du XVIIe siècle. Il serait passé par Londres, Amsterdam, Salonique et la Tunisie. Voilà. Après, j'ai aussi un arbre sonino qui remonte relativement loin. Tout à fait. Alors, l'une de mes difficultés, c'est de ne pas m'étendre à remonter au monde de l'Algérie, à Ashkenaz, etc. Donc, je garde une certaine limite, une certaine étanchéité. Le nana de ma grand-mère, il venait d'Algérie. Oui, comme beaucoup de gens. Mais elle a été au club. Alors, si on commence à parler des cas individuels, on va réfléchir. Oui, tout à fait. Je crois qu'il est intéressant. Vous avez les coordonnées vers les câbles à tous. Justement, il est très demandeur de cela. C'est que sa femme est couchée à 8 heures du soir, quand il est resté jusqu'à 2-3 heures du matin. Voilà, c'est encore pareil. Donc, vous avez compris, il a toute la nuit pour vous. Toutes les nuits pour vous, vous êtes les coordonnées. Donc, c'est peut-être une plus intéressante. Là, je vois des demandes d'une dame qui s'appelle Seklazi, qui est en sa famille, etc. c'est peut-être plus intéressant de parler, continuer sur peut-être la méthodologie, parce que ça s'intéresse. Et peut-être ce qu'on s'aperçoit, par exemple, il y avait beaucoup de rapports entre l'Est algérien et la Tunisie. Vous avez des villes entières, Beaune, les projets étaient un peu plus loin, mais c'est plus proche de la frontière où il y avait beaucoup d'échanges. C'est vrai qu'il y a des noms de familles tunisiens, Gage, Pitou, on sent qu'il y a l'origine constantinoise, qu'il y a des noms à Constantine qui étaient plutôt tunisiens. Vous trouvez des Krief, vous trouvez beaucoup de choses en commun. Et puis vous aviez
en Tunisie, des noms tripolitains, Sroussi, Naou qui arrivait. Il y a pas mal de mélanges, donc il y a des noms de Salonique, de Turquie aussi. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de voir jusqu'où ça peut aller au niveau des ramifications. Est-ce que ça va aller? Bah, je m'autorise. Est-ce qu'on demande si on peut enlever le partage d'écran pour qu'on demande que nous puissions voir sur les tours? Et après, je dirais une information, nous, aux entreprises du client, on est en contact direct avec la communauté publique et on peut aussi, On nous demande souvent des copies de Ketubot, on les a tout de suite. on les transmet, donc on a aussi des renseignements comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un a une question dans la salle? Vous pouvez lever la main. Alors, je dois aller les questions écrites. Pas mal à l'écran. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main? Alors, j'ai une question. Je vais prendre dans l'ordre. Denis Attal, collègue d'État, j'ai Claude Nataf. Oui. Alors, Denis Attal. Où est-ce qu'il est, Denis Attal? Pour lui laisser la parole, pour lui dire. Voilà. Oui. Voilà. Monsieur Attal, vous entendez? Voilà. Normalement, votre son, vous pouvez parler. Tu peux. Moi, je suis pas très bon là-dessus. Tu veux que je. Oui. Ouais, on vous entend. C'est bon? D'accord. Voilà. Il se trouve que je connais assez bien Gabriel Attal et on s'est posé la question tous les deux de notre lien de parenté, sachant que bon, bah, son grand-père, comme je l'ai mis, est de Bizerte. Et mon père de Tunis, mais je sais qu'il avait beaucoup d'amis et il avait beaucoup d'activités de jeunesse, dans des groupes de jeunesse avec Bizerte. Et on s'appelle donc tous les deux Attal. Et donc, on se demandait si on n'était pas par hasard des cousins ou cousins germains ou quelque chose comme ça. Je vais faire le test. Mon père est décédé, donc c'est pas facile, hein, je ne peux plus lui poser des questions. Et son grand-père aussi. La souris se balade pas. Vous savez quoi? Attendez, je vais débrancher l'écran si ça ne vous dérange pas. Ouais. Alors, quel est votre nom? Voilà. Attal, comment? Denis Attal, mais mon père c'était Isaac. Donc, il s'appelait Isaac André Attal. Et donc, le grand-père de Gabriel Attal, ben, il ne se rappelle plus son prénom. Il sait qu'il s'appelle Attal, mais bon. Et on souhaitait connaître tous deux notre lien de parenté. Eh ben, ça peut se calculer. Alors, je ne sais pas si je vais le faire là maintenant en direct, mais ça peut se calculer, on peut le trouver. Hein. Parce que vous êtes tous les deux sur l'arbre. Ah, d'accord. Donc, Comme j'ai dit, on va essayer d'éviter. Moi, je m'appelle Denis Samuel, mais voilà, mais c'est pas moi mon père, ça me va. Oui, il y a une double entrée de son. Oui, qui fait le son. Il n'y a plus de son là. Il n'y a plus de son.
Jean-Marcel et Hervé, on ne vous entend plus. On n'entend plus. Donc, est-ce que l'ADN peut être utilisé contre nous? Oui, peut-être dans un futur plus ou moins éloigné. Je ne vois pas à court terme, Après, il y a des usages de l'ADN qui normalement sont répréhensibles. Ce serait si, typiquement, par exemple, les groupes d'assurance modifier nos polices d'assurance en fonction du risque de notre métabolisme à contracter telle ou telle maladie. Tiens, M. Kabla, on a vu que vous avez tel gène, donc vous aurez un Parkinson à 67 ans, tant pis pour vous, vous en avez 56, on n'assure rien. Bon, ça, normalement, ils n'ont pas le droit de le faire. En théorie. En théorie, voilà. En France. Je pense que c'est comme tout, vous savez, c'est comme le couteau ou l'avion. Le jour où on les a créés, c'est vachement utile. Et puis un jour, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais on pourrait faire des trucs encore plus méchants avec ça. Le couteau, au lieu de couper la viande, on va tuer des gens. Et l'avion, au lieu de survoler des beaux pays, on va jeter des bombes. Bon, là, pour l'instant, je suis sur un usage naïf et innocent de l'ADN. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire un usage terrible. À ce sujet, regardez un film qui est magnifique, qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. Voilà, et vous allez flipper. Mais sinon, moi, je me fais dans ce truc-là parce que sinon, je n'avancerai pas. Il n'y a pas de progrès. Hervé, par rapport au point ADN, je pense que ce qui est important à dire pour les familles juives tunisiennes, c'est que ça reste en fait une société très endogame, en fait, où les familles se marient entre elles. Et donc, des personnes qui apparaissent comme étant deuxième ou troisième degré peuvent être en fait beaucoup plus loin par rapport aux liens de parenté, parce qu'il y avait plusieurs combinaisons d'arrière-grands-parents, d'aïeuls qui se sont mariés entre eux, qui font qu'on apparaît avec plus d'ADN en commun. Un ADN. J'ai un exemple typique là-dessus. J'ai une petite cousine qui a fait son séquençage récemment. Il est apparu sur MyHeritage la semaine dernière. Elle a un niveau normal avec ma mère. Donc, je ne sais plus quel pourcentage c'est. De 2, on descend de 3, enfin, voilà, elle atteint un certain niveau avec ma mère. Et puis, avec moi, normalement, ça devait être divisé par 2. Eh bien non, j'ai presque autant que ma mère. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, du côté de son père, ça match avec son père. Voilà. En fait, il y a plus de matchs ADN que par la voie classique. Donc, effectivement, il y a un peu plus de matchs où la superficie du match est supérieure à ce qu'on pourrait attendre, ne serait-ce que du fait de ces brassages entre les familles. Ça se marie énormément entre tout ça. Exactement. Que ça. Oui, Claude. Bonjour, Claude. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Bon, je ne suis pas généalogiste. Je me sers de la généalogie comme outil et je suis assez émerveillé par les possibilités que nous donne Hervé Kabla avec ses connaissances mathématiques et informatiques que je n'ai pas. Je suis toujours très prudent en matière de généalogie et c'est encore plus difficile dans le cas de la Tunisie. D'abord parce que l'état civil est lacunaire et tardif. Ensuite, parce que, comme l'a signalé Hervé Kabla, il y a des homonymies à s'y perdre totalement. Et qu'en plus, le même individu peut apparaître sous des prénoms différents, dans des actes différents, et même avec des dates de naissance qui sont un peu différentes. Un exemple, j'ai ici le registre des élections communautaires de 1930. Ah, vous me dites, c'est magnifique, c'est formidable. Nous avons le nom, le prénom, la date de naissance, le prénom du père et le prénom de la mère. Merveilleux. Et quand je regarde cette liste électorale de 1930... S'il vous plaît, les micros. J'essaye de parler, mais
Ah, on doit couper son micro. Ça va, vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est mieux là. Ouais. Alors, lorsque je regarde ces listes électorales de 1930, je dis c'est magnifique, on a tout. Mais je vois qu'un individu, par exemple, figure sous le nom de Moïse Lissia, né en 1903. Et je regarde dans le registre de 1950, le même individu avec la même date de naissance figure sous le nom de Moïse Lissia. Maurice Lissia, alors que dans l'acte de 1930, il figurait comme Maurice Lissia. Vous avez dans l'acte de 1930, les listes électorales ont été dressées sur les simples déclarations des gens, donc des gens qui vous donnent comme date de naissance simplement l'année, 1889. Et puis ensuite, lorsque vous retrouvez par exemple son décret de naturalisation, vous vous apercevez qu'il est né en 1898, le 3 février, alors que là, ce n'est pas précisé. Vous avez à chaque instant des risques d'erreur considérables. C'est pour ça qu'il faut avancer avec énormément de prudence. Et il faut croiser toutes les sources. Alors, le reproche que je fais aux généalogistes, c'est que... Il y avait des doublés, c'est-à-dire Chaim, Victor. Oui. Maurice, tout à fait. Justement. Alors, si vous vous appelez dans les Moïse Maurice, vous avez souvent le même individu qui s'appelle Moïse Maurice, mais ça vous confondez avec d'autres qui ne s'appellent que Maurice et pas Moïse. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Il faut croiser les sources. Alors, Hervé Cabla a cité un certain nombre de sources. Les généalogistes regardent beaucoup l'état civil, bien sûr. Il y a les sources qui se trouvent dans les documents historiques. Alors, bien sûr, il faudrait avoir les archives de la police tunisienne. Les archives de la police tunisienne, il n'y a qu'un chercheur qui a pu les voir, c'est Krayem, et depuis, elles sont toujours sous clé. J'espère qu'elles ressortiront un jour. En revanche, il faut regarder les listes électorales des élections communautaires qui se trouvent dans les archives du gouvernement tunisien. Et là, j'en ai photocopié un certain nombre. Il faut regarder les déclarations de candidature. Il faut regarder les renseignements généraux, les fiches de police après les élections. Il y a toujours une enquête où on indique que voilà, celui-ci c'est le fils d'un tel, voilà ce qu'il a fait, etc. Toutes les fiches de police ne sont pas, toutes les fiches des renseignements généraux ne sont pas accessibles, mais certaines le sont. Il y a les dossiers de naturalisation. Hervé Cabla a parlé des décrets de naturalisation. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir les dossiers de naturalisation, où là, il y a une enquête avec souvent une généalogie. Malheureusement, on ne peut avoir que 5 dossiers par jour quand on va faire une demande de consultation aux archives de Perfit ou sur les dossiers de naturalisation. Il y a les archives militaires. Pour les juifs français, c'est un peu plus facile parce qu'on a les dossiers de naturalisation et puis il y a les dossiers matricules. Alors, lorsque vous allez à Nantes, vous prenez les registres matricules année par année, vous prenez le registre, par exemple, de la classe 1923, vous avez la liste de tous les juifs français de Tunisie qui sont nés en 1903, qui étaient français à la naissance ou qui sont devenus français postérieurement et qu'on a ajouté au registre d'immatriculation. Après, à partir de ce moment-là, il faut demander le dossier militaire. Alors, les dossiers militaires des hommes de troupe ont disparu, mais pour ceux qui ont été sous-officiers, officiers, on les a. Et on a énormément de renseignements là-dedans. Enfin, il faut regarder les archives des pompes funèbres. Alors, les archives des pompes funèbres tunisiennes ont disparu, mais pour ceux qui sont décédés en France, dans les archives, on a aussi beaucoup de renseignements. Et il faut croiser tous ces renseignements, mais avec une extrême prudence. Alors, moi, je ne sais pas les croiser. Je pense qu'Hervé Cabla, avec son système, pourra les croiser. Mais il faut être très, très, très prudent. J'ai recensé, pour ma part, je fais des fiches sur 7000 personnes. J'ai sélectionné 7000 personnes qui ont occupé des responsabilités dans les communautés, dans les associations juives de Tunisie de 1881 à 1956. Et je recherche pour chacune tout leur pédigré, en dépouillant systématiquement la presse pour voir qu'ils ont été dans des associations juives, mais ils ont été dans des associations non juives, ils ont été dans des associations sportives, ils ont été dans des associations musicales, etc., etc. Et c'est là aussi où on voit qu'il faut être excessivement prudent. Alors,
je dis bravo, un grand coup de chapeau à Hervé Kabla, qui utilise les différents outils qui sont à sa disposition, et aussi un coup de chapeau au Cercle de généalogie juive pour ce qui a été fait jusqu'à présent. Je pense qu'il faut croiser tout cela d'une façon assez rationnelle, et il faudrait avoir un groupe de travail de tous les gens qui, à un titre quelconque, se sont intéressés à la généalogie. C'est sur le groupe Facebook aujourd'hui. Voilà, il faut faire très, je répète, il faut faire très attention. Alors vous avez aussi, j'ai oublié, la série AJ38 aux Archives nationales de France, c'est les archives du commissariat aux questions juives pendant la période de Vichy. On n'a pas les archives du recensement puisqu'elles ont été brûlées en Tunisie en 1943-44, mais on a des enquêtes du commissariat aux questions juives sur les gens qui avaient des professions libérales, sur les propriétaires d'immeubles, sur les commerces de gros. Et là aussi, il y a des généalogies assez importantes. Merci. Merci beaucoup. Il y a iPhone qui a posé une question. Il est 20h, je sais que il est 21h en Israël, pour ceux qui sont d'Israël, donc ça doit être un petit peu tard. Pour les autres, merci en tout cas pour votre attention. Bonne fête. On va s'arrêter. On va s'arrêter ici. Je vais vous remercier Hervé Kabla donc de nous avoir donné cette conférence qui a été enregistrée, qui donc sera retransmise sur notre chaîne YouTube, donc FJT. Je voudrais rappeler au chapitre de nos activités que mercredi, donc, nous aurons une lecture de la Megillah d'Esther pour Purim, lecture à la tunisienne bien évidemment, et tous les renseignements seront dans le groupe WhatsApp. Et nous avions une conférence qui était prévue il y a quelques semaines que nous avons dû décaler pour des raisons d'organisation. La conférence de Jérémy Gage, qui est historien et qui est membre aussi du conseil d'administration du CFJT, sur les Juifs de France face au fascisme en Tunisie et en Libye. Jérémy Gage, qui est universitaire, qui enseigne dans l'université française. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.